durant cette crise difficile du Covid-19, juste pour introduire, on a oscillé entre des mesures de santé publique et avec des mesures qui étaient de restriction de liberté individuelle avec une vision collective. Et ça a été en particulier le début de la crise. Et puis est arrivé en même temps, en parallèle, des innovations assez remarquables. Et la science est bien apparue, plus vite d'ailleurs qu'on aurait pu l'imaginer. On ne doit pas opposer ces deux aspects. Je vous rappellerai tout à l'heure les résultats des États-Unis qui ont mis beaucoup sur l'innovation, très peu sur la santé publique et qui se sont doucement plantés, en particulier dans les États républicains. Alors, cette stratégie, entre guillemets, de balance entre santé publique et innovation, elle repose finalement sur ce trio qui est autour de la démocratie en santé, où il y a la position du citoyen, et Dieu sait que c'était fondamental dans la crise Covid, l'expertise avec les soignants, les scientifiques, et le politique qui décide. Et en France, on est une belle démocratie, et le politique a toujours décidé, on les élit, ils sont élus, et ils doivent décider. Et puis est arrivé, à côté de ce triangle de la démocratie, peut-être l'ébauche d'un quadrilatère avec le rôle des médias et des réseaux sociaux qui ont joué un rôle important, mais où les études actuelles montrent que peut-être ce n'est pas si important que ça, et que les réseaux sociaux, qu'on a condamnés à des degrés divers, ont probablement un impact assez limité sur la vision des Français sur la santé. Alors tout ceci, évidemment, conduit à la confiance. Prochaine diapositive. Je vous rappelle très vite, mais la prochaine, oui, parce qu'on oublie qu'on a eu 3 grandes périodes. On a la période de 2020, c'est les confinements. On a la première vague, le premier confinement, puis ensuite, souvenez-vous, septembre, le deuxième confinement, avec un peu de flottement sur ce deuxième confinement, qui était moins dur que le premier. Et puis, on a finalement un certain nombre de décès qui sont importants durant cette première année, et en particulier 28 000 décès en EHPAD durant la première partie. Prochaine slide. On a 2021, c'est la course entre les vaccins qui arrivent fin 2020 et puis comment on vaccine l'ensemble d'un pays, des politiques qui sont persuadés, ils ont raison d'ailleurs, qu'on va s'en sortir avec le vaccin, sauf qu'on ne vaccine pas un pays et une nation en quelques semaines. Et puis en même temps, de façon pas totalement imprévue, mais imprévue par leur force, entre guillemets, et par leur capacité à contaminer beaucoup plus, à avoir un pouvoir de transmission beaucoup plus important, l'arrivée des variants. Et c'est ça qui va nous mettre dans une situation extrêmement difficile, où je rappelle, c'est peut-être pas suffisamment connu, qu'à mes yeux, la période la plus difficile du Covid a été le premier trimestre 2021 et non pas 2020, comme on le dit souvent. C'est là où le système de soins a le plus souffert et c'est là où la relation entre la tension entre le système de soins, les soignants et les décisions politiques a été la plus complexe. Prochaine slide, on a une troisième période, 2022, qui est l'arrivée d'Omicron, anticipée dès le mois de décembre, où on avait d'ailleurs, le conseil scientifique avait d'ailleurs dit au gouvernement qu'on allait avoir une vague, une explosion, y compris avec des conséquences sur les services publics, mais qu'il n'y aurait pas de retentissement sur le système de soins, parce qu'on commençait à avoir une barrière immunitaire et une vaccination qui était relativement importante. Et puis on a la suite avec finalement l'installation doucement mais sûrement à la fois d'un matelas de réponse immunologique, puisque la majorité des Français avaient été, sinon vaccinés en tout cas, contaminés à l'occasion de Micron, et puis vaccinés aussi pour une bonne part d'entre eux. Et donc on aboutit finalement à cette année 2022, très particulière quand même, parce qu'on a autour de 40 000 décès, dans une indifférence totale vis-à-vis de ces 40 000 décès. Autant il y avait une sensation autour de la mortalité en 2020, oui, en 2021 encore, et par contre les 40 000 décès de 2022 passent assez inaperçus. Prochaine slide. Alors, on est rentré ensuite dans une phase d'endémie, avec des succès limités quand même en termes de conséquences sur la vision vaccinale, y compris des seniors. Et là, c'était des données de fin 2023, mais je pense qu'on va avoir la même chose sur fin 2024. Et avec aussi quelque chose qui est apparu progressivement, le Covid long, et avec ce point où on estime actuellement qu'il y a à peu près 400 000 personnes en France qui sont avec un Covid long. L'immense majorité d'entre elles a été contaminée lors de la première vague,
puisque vous savez qu'il y a de moins en moins, au fur et à mesure qu'on rentre dans la pandémie Covid, on observe de moins en moins de Covid, mais qui reste un vrai problème, y compris pour les agences de recherche comme la NRS. Prochaine slide. Alors, je ne suis pas le bonne personne pour dire finalement est-ce que la réponse française a été bonne, pas bonne, etc. Mais comme personne ne le fait, je le fais. Je le fais parce qu'ayant été un des acteurs, entre guillemets, c'est normalement pas à moi de le faire. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de grands rétex politiques. Il y a eu des petits rétex, hein, mais il n'y a pas eu de grands rétex politiques sur le sujet, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Alors, on a quand même plusieurs grands papiers écrits par des étrangers, donc il y a une vision sur finalement à la fois soit comme marqueur de sanitaire la mortalité, ou soit probablement il y a une discussion entre les épidémiologistes sur la perte de durée de vie d'une nation. Et la perte de durée de vie d'une nation permet à la fois de voir la mortalité Covid et la mortalité non Covid, et c'est probablement le meilleur marqueur. Prochaine slide. Et quand on regarde les données, la prochaine, voilà. Eh bien, on s'aperçoit que nous perdons en France autour de moins 3,5 mois à peu près autour de la perte de durée de vie, que les Allemands ne font pas mieux. Souvenez-vous comment on nous a bassinés que l'Allemagne faisait beaucoup mieux que nous. Les Anglais font moins bien, mais ça, c'était lié à un premier confinement qui était plus tardif. Les Italiens, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, sont énormément touchés par la première vague. Les Espagnols font un peu moins bien que nous. Le Danemark fait mieux que nous. Les Pays-Bas font mieux que nous. Mais le plus intéressant à mes yeux, et qui n'est pas suffisamment connu, c'est ce que font les États-Unis. Et les États-Unis perdent moins 2,5 ans. C'est-à-dire que dans la plus grande nation, celle qui a, en termes d'innovation, si je vous rappelle ma première slide, a le plus innové, parce que c'est finalement aux US que se sont construits les vaccins, même s'ils venaient de biotech européenne, et qui a sorti les premiers médicaments, eh bien, ils perdent moins 2,5 ans. Pourquoi? Parce que l'accès aux soins aux États-Unis se fait dans de très mauvaises conditions, et en particulier pour les Hispaniques et les Blacks, et que donc, dans cette compétition, si je peux dire, entre la vision de santé publique sur l'accès aux soins et l'innovation, eh bien, les États-Unis sont très largement perdants, et il s'agissait bien d'une décision politique. Si on veut regarder, vous le savez, les chiffres sont assez parlants aussi. Quand on regarde les États républicains et les États démocrates, il n'y a pas photo. Hein. Donc, nos collègues américains et ceux du NIH qui sont en ce moment dans un contexte extrêmement difficile avec ce qui se passe, ont bien ça en tête sur ce qui s'est passé lors de la crise Covid. Et ça montre bien comment la décision politique peut impacter sur l'espérance de vie d'un pays. Prochaine slide. Alors, je rappelle aussi que la France est le pays dans les grandes démocraties qui a gardé le plus longtemps les écoles ouvertes, avec tous les débats qu'il y a eu et voilà, les difficultés qu'il y a eu sur les tests rapides à partir de 2021 au niveau des écoles, un pas en avant, deux pas en arrière. Mais finalement, la France a gardé le plus longtemps les écoles ouvertes. Prochaine slide. Alors, j'ai sorti ce papier, il y en a beaucoup, mais c'est un papier qui là est français, qui est une équipe INSERM et du numérique de Bordeaux, qui a fait les calculs de ce que ont pu impacter, la prochaine slide, les mesures de restriction et la vaccination. Et il montre, alors après, comme dans toutes ces études, elles sont contestables, etc. L'avantage de cette étude, c'est qu'elle est faite avec un certain délai, elle est sortie il y a très peu de temps, elle s'appuie, et donc il y a un recul déjà qui existe. Et vous voyez que le confinement numéro 1 impacte avec un 84% de réduction sur la circulation virale, que c'est moins vrai pour le couvre-feu, et que c'est assez peu vrai pour la fermeture des écoles. C'est ça qui est assez impressionnant, je veux dire. Et il y a toujours un débat, à mes yeux, qui n'est pas clair au niveau scientifique sur finalement le rôle des écoles et le rôle des enfants. C'est pas évident, je trouve, même en y repensant après coup, ce qu'il fallait exactement faire. Et la vaccination, il y aurait eu probablement autour de 160 000 décès supplémentaires. Donc arrêtons les zozos qui continuent à nous raconter partout, hein, que le vaccin ne servait à rien. Il faut arrêter. Hein.
je trouve qu'on est trop gentil. Hein. On est trop gentil. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une vision démocratique où on écoute les autres, on accepte qu'il y ait des gens qui soient des anti-vax, etc. Moi, je l'accepte aussi. Bon, c'est pas le souci. Mais il faut arrêter parce que ça finit par contaminer un certain nombre de nos politiques. Et ça a été le cas, par exemple, aux États-Unis. Ça a été le cas dans un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est. Il ne faut pas que ça devienne le cas en France. Et je vous rappelle quand même que dans les extrêmes actuels en France, il y a un certain nombre de gens qui pourraient être au pouvoir, qui pourraient arriver au pouvoir et qui pensent ça et qui le disent. Donc il faut qu'on se défende contre ça. La science doit se défendre. Prochaine slide. Je ne vous avais pas dit au début, mais je suis connu pour mon franc-parler. Hein. Donc je continuerai sur le même ton. Alors, un des points importants, et est-ce que tout ça, cette réponse française a-t-elle protégé les plus fragiles et les populations sociétalement défavorisées? Je vous rappelle qu'avant même le Covid, en termes d'espérance de vie, il y a 8,5 années de différence sur le RER Nord-Sud entre les gens de Sceaux et les gens et certaines communes du 9-3. Bon, on ne le sait pas suffisamment dans un pays qui est très égalitaire, où l'accès aux soins est considéré comme fondamental. Il y a cette différence massive. Le Covid, pourtant en permanence, tous, à la fois au niveau politique, hein, j'ai souvenir du président de la République qui m'avait dit je consacrerai énormément de moyens sur les populations les plus fragiles. Et ça a été fait. D'aller vers les systèmes hospitaliers, la PHP, mais d'autres également, les hôpitaux nord de Marseille ont énormément donné pour les populations les plus fragiles. Bien, on est arrivé, c'est-à-dire au même niveau, c'est-à-dire on partait d'une différence et on est arrivé à la même différence. Elle ne s'est pas aggravée pendant le Covid, contrairement à ce que j'entends, mais on ne l'a pas améliorée. Bon. Et évidemment, sur l'accès aux soins, sur l'accès aux vaccins, il y a eu cette différence. Ce qui, moi, m'interpelle le plus pour la suite, mais je ne sais pas, c'est une interpellation surtout pour les politiques, c'est est-ce qu'on continue dans notre modèle français vers l'égalité ou est-ce qu'on essaie de rentrer dans l'équité? Il y a actuellement en France environ 25 zones qui ne sont ni des villes, ni des régions, ni des départements, qui sont des zones à l'intérieur géographique, où ces zones cumulent à la fois la faiblesse sociétale, la faiblesse d'accès aux soins, la faiblesse d'accès à l'école. Enfin, ils ont tout faux. Bon. La question de l'équité, c'est de savoir si, au lieu de répartir sur l'ensemble du territoire et en fonction des demandes, on met réellement les moyens là où il y en a le plus besoin. Et cette notion d'équité, elle est extrêmement difficile, y compris pour nous-mêmes. Et elle est difficile pour le politique, et pourtant elle est fondamentale pour la suite. Sinon, on va se retrouver en permanence avec ces zones qui vont être hors les murs et cumuler un certain nombre de points. Donc j'insiste bien là-dessus. Si j'avais à la limite un seul message de ce matin, c'est vous interroger tous sur la notion d'égalité d'accès aux soins, qui est notre ADN français, ou d'aller vers une forme d'équité. Prochaine slide. Alors, et je terminerai bien sûr sur cet aspect science et politique. La prochaine, le gouvernement, face à la crise Covid en mars 2020, s'est appuyé sur quatre points. La création d'un conseil scientifique, j'y reviendrai, un conseil de défense qui s'est emparé de Covid-19, la promotion d'une loi d'urgence qui n'est arrivée que le 23 mars, c'est-à-dire que le conseil scientifique avait été constitué avant et on reposait sur rien du tout, et enfin la recherche d'une politique européenne coordonnée. C'est les 4 points forts, les 4 piliers de la réponse gouvernementale. Alors voilà le conseil scientifique, vous les connaissez, je passe rapidement, je les remercie au passage, ils ont énormément bossé, c'était très multidisciplinaire. On s'est ensuite, dans un deuxième temps, est arrivé un vétérinaire, est arrivé une pédopsychiatre en fonction des besoins que nous avions. Il était un peu parisien. Le choix avait été fait la moitié par moi-même, quand j'avais été nommé président du conseil scientifique, et l'autre moitié par le ministre de la Santé de l'époque. Donc vous voyez, il y avait des gens arrivé au conseil scientifique que je ne connaissais pas avant. On a dit que c'était un conseil scientifique SIDA, c'était faux. Hein. Bien que les gens du SIDA aient énormément participé, parce qu'il y avait cette vision santé publique, mais il était très largement ouvert sur d'autres sujets. Et il y avait bien sûr la présence de la société civile. Alors, on avait 3 niveaux de relations avec les autorités, des contacts informels, qui étaient plurijournaliers, hein,
des réunions à Matignon ou à l'Élysée avant les conseils de défense, mais j'avais refusé d'être dans le conseil de défense parce que je pensais que ce n'était pas la place d'un scientifique et que c'était la place des décideurs politiques. Et enfin, on avait des saisines ou des autosaisines. Je rappelle que, et ça c'était le modèle un peu que j'avais au CCNE, comment construit-on l'indépendance d'un conseil scientifique alors qu'on est nommé par le politique? C'est un vaste débat. Une des façons de le faire, c'est de ne pas avoir, par exemple, d'IAS avec soi, et de s'appuyer sur, et de ne pas être sous surveillance. Et surtout de pouvoir s'autosaisir des sujets. Et nous avons pu nous autosaisir des sujets, ça faisait partie intrinsèque de la formation. Alors, c'est beaucoup de travail, c'est environ 60 avis, des notes, 300 réunions sur la période de 2 ans et demi, et puis énormément de relations institutionnelles avec vous tous, en particulier avec la NSM, en particulier sur toute la période vaccin, avec les agences de recherche, une série d'agences, etc. Le fond du sujet, fallait-il créer un nouvel organe et avec un conseil scientifique? Je ne sais pas, moi je suis mauvais juge, on m'a demandé de le faire, je l'ai fait. J'avais quand même dit au président, est-ce que vous êtes sûr qu'on va là? Est-ce que vous prenez pas un type plus jeune que moi, premièrement, parce que ça va durer un certain temps. Et il m'a dit combien de temps? Je lui ai dit 1 an. Donc je m'étais totalement planté. Le deuxième point, c'était est-ce qu'on ne ferait pas un conseil scientifique avec les présidents, les directeurs des différentes agences sanitaires, qui est un autre modèle. Et c'est lui qui a décidé. Et j'étais partagé, moi, parce que, alors, il s'avère que, après coup, quand on voit le travail massif que vous avez eu dans les agences sanitaires, est-ce que vous auriez eu, finalement, le temps de participer à quelque chose où on était monomaniaque? Moi, je n'ai pensé qu'à ça pendant ces 2 ans. Et c'est une vraie question. Mais ça reste une vraie question. C'est-à-dire qu'on n'a pas tiré les leçons de l'organisation de la réponse aux crises. Les seules démocraties qui ont vraiment réfléchi à ça sont les Anglais et les Canadiens, qui sont très organisés avec un modèle qui existe déjà. Nous, en France, on a ce modèle. Je constate, et vous le verrez après, que l'immense majorité des démocraties européennes a créé un conseil scientifique de novo. On les a d'ailleurs réunis et on était en contact avec eux dès la mi-mars. Mais voilà, c'est une vraie question qui demeure sur l'agenda, je trouve. Prochaine slide. Alors, les relations avec les autorités, il y a le problème de l'indépendance et de la transparence. Moi les gens qui me connaissent savent que je suis assez indépendant par rapport aux politiques. Dans ma tête, il n'y avait pas d'ambiguïté. On était là pour éclairer autant que faire se peut, alors qu'on savait peu de choses, à vrai dire, au départ, au mois de mars, et que le politique, c'était aux politiques de décider. J'ai eu, même si on a dit il y a un troisième pouvoir médical et scientifique qui s'est installé, c'est faux, c'est un truc de journaliste à la con, mais c'est faux. C'est aux politiques de décider, on est une démocratie. Après, il y a eu différentes stratégies. Et par exemple, je ne suis pas d'accord avec l'ancien DGS que j'aime bien par ailleurs, qui est Didier Houssin, qui dit un conseil scientifique, c'est fait pour travailler dans l'obscurité et apporter de l'information aux politiques. Eh bien, moi, ma réponse était non. Je pensais que dans une crise de ce type, qui est une crise qui devient très vite sociétale, la transparence était un mot-clé, enfin d'essayer d'aller vers la transparence, et que la transparence, on la devait bien sûr par la politique, on la devait encore plus aux citoyens. Et malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Prochaine slide. Alors, dans la relation complexe qu'il peut y avoir, la temporalité n'est pas la même. Les temporalités des médias, c'est quelques heures, des politiques, c'est quelques jours, de la science, c'est des mois. Et la science, ça se construit. Mais le faire comprendre quand on est fin mars avec un président de la République qui lui-même rentre dans la science, je vous garantis que ce n'est pas toujours évident. Le doute était l'incertitude et la modestie et l'humilité. C'est complexe parce que les médecins ne sont pas forcément des gens qui ont de l'humilité. Et ce n'est pas forcément des gens qui ont de la modestie. Et pourtant, là, il faut en avoir parce que il y a des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Le politique, lui, a peu d'humilité, globalement. Il est construit, notre modèle des 300 décideurs français sortant à 95% de l'ENA enfin de ce qu'on appelait l'ENA à l'époque, il est construit pour décider. Il n'est pas construit pour avoir le doute. Et pourtant, le doute dans ces situations est un élément fondamental. On a bien vu comment
la vision autour du vaccin Covid, elle a changé au fur et à mesure que la science est arrivée et qu'il fallait avoir du doute. Anticiper le début, c'est moi qui finis. Oui, je termine. Anticiper, c'est un point essentiel. Expliquer qu'au début, pas après. Après, ces décideurs sont intelligents, ils se sont très vite mis. Mais la différence entre une courbe logarithmique et une courbe linéaire, en termes de vision de transmission de ce qui allait se passer sur l'impact sur la population, je vous garantis que c'était pas évident du tout. Mais pas évident du tout. Hein. Et enfin, il y a un agenda qui est différent. L'agenda scientifique, il repose sur la science. L'agenda politique, il repose sur la politique. Et il y a eu plusieurs élections durant cette crise. Donc voilà quelques différences, entre guillemets, qui n'ont pas empêché, prochaine slide, que finalement, dans le modèle français, on se retrouve et on est tombé d'accord sur, dans, je dirais, 80-90% des cas. Et c'est bien qu'on n'ait pas été d'accord toujours. C'est très bien que le politique qui a une vision globale, qui a une vision de l'ensemble du pays et une vision nuancée. Alors, quelques points importants. Le point, moi, à mes yeux, dont je me souviendrai toute ma vie, hein, c'est le 12 mars 2020. C'est la première réunion à l'Élysée. On est à quelques-uns avec du conseil scientifique. On a été nommé 2 jours avant. On a en face de nous, voilà, le président, le premier ministre, des ministres ad hoc, etc. Et ils nous disent, et alors, quelle est la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on leur dit d'abord, on ne sait pas très bien parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Et on leur dit, en tout cas, il faut confiner le plus vite possible et le plus dur possible. On avait préparé ça. J'avais préparé ça avec Arnaud Fontanet parce que c'était trop compliqué. Enfin, je veux dire, le fait de le dire, d'avoir une mesure moyenâgeuse de ce type à proposer à un gouvernement avait un côté complètement irréaliste. Hein, complètement irréaliste. Et ma vision, mais je ne lui ai pas encore posé la question parce que, voilà, la vie ensuite passe vite. Moi, j'ai senti que le président de la République, ce jour-là, savait qu'il devait aller là, mais qu'il avait besoin probablement d'entendre de la part d'une forme d'expertise qu'il fallait aller à cette mesure complètement folle qu'était le confinement. Rassurons-nous, ce n'était pas que la France. Il y avait autour de nous, on était en train de confiner. Hein, il y avait une série d'arguments qui le poussaient. Par contre, j'ai senti que dans l'autre autour de lui, au niveau des politiques, des décideurs, y compris à un certain niveau, là, c'était la surprise la plus totale d'aller vers une décision de confinement. Alors ensuite, on a eu quelques moments aussi importants sur le retard qu'il y a pu y avoir, par exemple, sur le deuxième confinement. Souvenez-vous de septembre 2020, où le Conseil scientifique, et d'autres d'ailleurs, disaient oui, il va y avoir une deuxième vague. Et puis personne n'en voulait, ni les politiques, ni les citoyens d'ailleurs, d'un deuxième confinement. Donc il va y avoir un retard à ce moment-là. Bon. Et puis la période la plus difficile a été, je le rappelle, la partie du premier trimestre. Prochaine slide. Alors, 2 épisodes un peu bizarres. La visite à l'IHU de Marseille, ça c'est pour toi, qui se fait donc le 9 avril. Moi, j'avais refusé d'y aller déjà 2 fois, en expliquant pourquoi. Ça m'apparaissait dangereux vis-à-vis de la population qui valide une sorte de ce qui était en train de se raconter sur l'IHU de Marseille. Au passage, je connais très bien Didier Raoult depuis très longtemps, et je l'avais mis dans le conseil scientifique. Enfin, c'était pas une surprise pour moi. Bon. Finalement, j'ai pas le choix. La 3e fois, il m'embarque, entre guillemets. C'est une visite privée. On arrive, il y avait 40 journalistes. C'est une visite de fou, etc. Il me dit dans l'avion au départ, et qu'est-ce que vous pensez de Didier Raoult? Je lui dis, moi, j'ai une opinion, mais puisque c'est vous qui avez voulu y aller, c'est à vous de vous la faire. Bon. Vous me direz au retour ce que vous en pensez. Bon. Et au retour, il me dit, vous ne posez pas la question de ce que je pense de Didier Raoult. Je lui dis, monsieur le président, c'est à vous de me le dire, puisque bon. Et il me dit, j'ai compris qui était Didier Raoult. Donc, c'est un jeu de dupes parce qu'on est sorti de là. Le conseil scientifique a failli sauter. Le soir même, j'avais les mails, les coups de téléphone de tout le monde me disant, pourquoi tu as été à Marseille? Tu déconsidères la science, etc., en accompagnant le président. Et de l'autre côté, au niveau des citoyens, des scientifiques, vous l'avez tous très mal pris cette visite, j'en ai pleinement conscience. Et dans le même temps, j'avais compris que sur le moyen et le long terme, c'était gagné parce qu'il s'était rendu compte de, je dirais, l'état borderline dans lequel était Didier Raoult dès ce moment-là, et qui n'a fait que s'aggraver par la suite. Mais enfin, c'était pas évident. C'est vraiment pour ça que j'appelle un jeu de dupes. La prochaine, et là, c'est une situation très compliquée de fin janvier 2021.
auquel on décide lors d'une réunion à l'Élysée d'aller vers un troisième confinement fin janvier, et où Monsieur Castex, pardon, je finis. Monsieur Castex était censé porter la décision du troisième confinement qui arrivait parce qu'il y avait les vacances de février qui arrivaient. Et au dernier moment, le président décide de dire non, on tente le coup et on va aller plus loin et on va tenter le coup de passer avec la vaccination. Et finalement, vous vous souvenez, on va vacciner, on va confiner, il va être obligé de confiner au mois d'avril. Et c'est là, à mes yeux, qu'il y a probablement, c'est là où on a eu vraiment une période d'un mois et demi où la relation avec le président a été extrêmement tendue, parce qu'on avait conseillé autre chose, mais on pouvait comprendre sa décision. Mais surtout, moi, je voyais les équipes médicales. Je voyais ce qui était en train de se passer dans les services de réanimation et dans les urgences dans cette période du premier trimestre 2021. Et je pense que dans le burn-out du système de santé, cette période et cette absence de confiance des professionnels de santé vis-à-vis du politique, beaucoup de choses se sont jouées là. Bon, je termine parce que j'ai été trop long. Et puis, merci. Je passe sur les médias. Allez-y. Non, juste sur ce point. Alors, la prochaine. La démocratie en santé au cours de la crise. Bon, moi, je suis issu du modèle VIH où on s'appuie énormément sur même si on n'est pas d'accord, sur la discussion avec le milieu associatif. Et comment ce système de démocratie en santé n'a pas suffisamment bien marché en France. Alors, d'abord, au mois de mars, il y a une sidération complète du milieu associatif. Complète. Hein. Moi, j'ai relancé des grandes assos, etc. Complète. On a France Assos Santé qui finit par par être au-dessus et qui se lance dans la bagarre à partir de fin mars. Nous-mêmes, au niveau du Conseil scientifique, on recommande la constitution d'un comité citoyen. D'un comité citoyen qui aurait été auprès du Premier ministre et qui aurait pu permettre de la discussion avec les citoyens sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas eux qui auraient pris la décision scientifique, mais qui auraient pu moduler un certain nombre de points. Ça s'est joué à très peu de choses, parce que Castex était plutôt pour quand il est arrivé, puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et je pense que c'est un tort, parce que cette vision au niveau national d'un comité citoyen aurait pu permettre, je dirais, que les décisions difficiles qui étaient prises au cours de la crise auraient pu être atténuées avec une discussion avec les citoyens. C'est tout le problème du top-down de nos politiques, et de dire on fait ça, et après tout, les mêmes décisions ont été prises à peu près au Danemark, mais la première ministre du Danemark expliquait pourquoi elle prenait ces décisions. Et le citoyen français, voilà, il est ce qu'il est, on est ce qu'on est, on a nos beaux côtés et nos mauvais côtés. En tout cas, on a besoin d'explications. Et si le politique ne comprend pas ça, ni dans la crise, ni même peut-être dans celle qui arrive là maintenant, eh ben, ça va pas le faire. Hein, ça va pas le faire. Il y a besoin d'avoir une explication. Et après, il décide, c'est pas le problème. Bon, voilà, ben, je termine. Merci beaucoup.